hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Il y a actuellement beaucoup de remises en question dans le monde du travail. Les gens veulent du sens et ne sont plus prêts à sacrifier leur vie à leur carrière. Il y a des burn-out et de l'épuisement. Il y a des inquiétudes face à l'irruption de l'IA et la disparition de certains métiers. Alors, comment diriger les entreprises et les organisations aujourd'hui ? Dans cette émission du podcast 2040 JV, nous allons explorer un modèle qui inspire de plus en plus d'acteurs et d'actrices en Suisse, la gouvernance partagée. Sous ce terme un peu barbare, se cache une façon novatrice de collaborer. Comment fonctionne-t-elle concrètement ? Quels sont ses avantages et ses désavantages ? Rend-elle plus heureux au travail ? Pour répondre à ces questions, je vous emmène à la rencontre de deux experts. Fabio Monte, qui pilote la gouvernance partagée à Coca, une entreprise de vente en ligne de 230 employés, et Ludovic Godard, coordinateur de la Fabrique de l'Agilité, une association de 100 organisations membres qui partagent les bonnes pratiques de l'agilité. Prêt à embarquer dans le monde du travail ? C'est parti ! Quand j'arrive dans les locaux de Coca à Bussigny, je trouve un quartier général animé, dans lequel il y a un restaurant ouvert au public. À l'accueil et à l'entrée du bureau Open Space, il y a un objet étonnant, une nacelle de montgolfière. C'est que la firme organise aussi des sorties avec un énorme ballon à tête de loutre. Et puis du rose partout. Pas un rose pâle, pastel. Non, un rose flamboyant et assumé, comme dans un magasin de bonbons de Willy Wonka. Au fond, le décor du QG invite déjà au décalage et à la créativité. Fabio Monte, on est au QG de Coca. Ce qui frappe quand on arrive au QG, c'est les loutres. Il y a des déclinaisons de loutres, il y a des jeux de mots avec les loutres. Pourquoi cet animal ? Alors c'est une longue histoire et puis c'est aussi pas une market study où ça n'a pas été réfléchi et tout. Le frère Pascal était au scout quand il était petit et à un moment donné tu passes certains niveaux et il y a les loutres et je sais pas pourquoi ça a toujours fait marrer Pascal et souvent quand les gens lui demandaient à l'époque quand il était étudiant ou quand il était à l'armée quel est ton métier, à chaque fois il adorait dire je suis défenseur de la loutre blanche du Gabon. Et ce mot loutre est resté et aussi à un moment donné un designer chez nous, un graphiste l'a dessiné sur un t-shirt. Et depuis, c'est resté. Coca, c'est aussi une entreprise qui est connue pour le fait que vous avez développé une façon différente de travailler. Qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée ? Ça paraît un mot très réfléchi, mais en fait, c'est quelque chose qui a toujours été ancré un peu dans notre ADN. On a toujours laissé les personnes faire et décider par rapport à leurs compétences et pas par rapport à une structure, par rapport à une hiérarchie. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté de liberté vers les personnes qui nous ont rejoints et décider de prendre des décisions, de laisser proposer des projets avec ce droit à l'erreur. Et c'est vrai que ça nous a toujours permis de pouvoir grandir, évoluer. Puis on laisse vraiment les gens s'exprimer et challenger ce qu'on fait tous les jours et venir avec des nouveautés. Et quand vous avez commencé à structurer Coca, comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez fait ? Donc imaginez bien que quand on est passé en gouvernance à la création, on n'avait pas d'organigramme chez Coca. Alors bien sûr qu'il y avait une sorte de structure invisible, parce que quand tu mets 100 personnes, tu as quand même des fonctions qui se créent, des managers qui se placent. Et en fait, on a dû se poser déjà avec les premiers dirigeants et dessiner Coca. Donc on dessine le premier grand cercle qui est la structure Coca. Par rapport à ce cercle-là, on a dû dessiner quelles sont après les fonctions ou les rôles nécessaires qu'on a besoin pour faire vivre Coca. Donc on a dessiné, on a mis peut-être la logistique, on a dessiné un rond qui était les créateurs d'offres, donc ceux qui vont chercher les pépites et les experts des produits. Une fonction aussi service client, etc. Donc on a dû dessiner tous ces cercles qui sont un peu les métiers de base de Coca. Et ce qui est très bien en holacratie, on te pousse à dessiner c'est quoi la réalité du moment. Après, elle pourrait être bougée, mais il faut toujours essayer que l'organigramme ou la structure que tu dessines soit le plus réaliste par rapport à ce qu'il y a, pour que ça fonctionne, pour que tu sois sûr qui fait quoi. Donc, si je comprends bien, vous avez commencé par identifier les grandes fonctions, et puis ensuite, à l'intérieur de ces cercles, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des éléments très importants, c'est que quand tu crées un cercle, tu dois désigner un leader.
Donc c'est vraiment cette liberté aux personnes de dire ok, moi je te désigne leader de la logistique, je te donne une mission avec des valeurs, avec une ambition. Ensuite à toi de t'organiser avec les personnes qui sont autour de toi, de désigner des nouveaux rôles et tu évolues aussi par rapport à comment évolue Coca pour toujours répondre aux besoins de l'entité de Coca. Les séances en gouvernance partagée suivent un protocole précis. Pour comprendre à quoi cela ressemble, je vous propose de vous introduire discrètement dans une séance du Cercle Communication qui est occupée par la préparation des 20 ans de Coca. La séance commence par une météo dans laquelle chacun dit avec quoi il arrive. Alors on va commencer par un tour d'inclusion. Je vais commencer par Stéphanie. Comment tu arrives à cette séance ? Au tap du tap. Merci. Très bien, merci. Bien, merci. Bien reposé, je suis content d'être avec vous, c'est ma première tactique, donc je serai plus en mode observation là. J'ai pas de point à l'agenda pour cette séance, mais voilà, merci. La séance se poursuit par un tour dans lequel l'équipe fait le point sur les indicateurs récurrents. Puis vient le tour d'information. Alors, on va passer au projet. On va commencer par Ornella. Cette semaine, c'est essentiellement, je dirais, préparation Annie, à fond. Un peu tout ce qu'il y a. J'ai un tournage au W à Verbier jeudi. On avance, tout avance, et puis voilà. Trop bien, merci beaucoup. Du coup, on va faire la suite de la table. Steph. Moi, cette semaine, ça va être full montage de la vidéo anniversaire. Et j'ai 2-3 trucs à voir avec la team Italie aussi pour la vidéo de fin d'année et d'autres choses avec eux. Et ça va déjà me prendre une bonne partie de la semaine, donc voilà. Et pour terminer la séance, l'équipe aborde les points de tension ou les projets sur lesquels il y a des points à discuter. Donc, on peut passer à l'agenda. Est-ce qu'il y a des points à traiter en priorité dans l'agenda ? Non, donc on peut aller en shuffle. Alors, question relative à l'anniversaire, Elodie. Vous aviez des questions par rapport à l'anniversaire, si quelque chose n'était pas clair pour vous, si vous aviez un besoin d'être intégré par rapport à certaines choses, et s'il y avait besoin d'un one-one ou d'un refresh sur certains éléments, n'hésitez pas. Juste s'assurer que c'est clair pour vous parce qu'on se rapproche de la deadline et voilà. Je voulais juste m'assurer qu'on soit tous au même niveau d'information. Moi, c'était plus une information, étant donné que je suis arrivée par après avec l'anniversaire, c'était juste pour informer que je suis ouverte à aider sur les projets ou quoi que ce soit, qu'il ne faut pas hésiter à me demander. Très bien noté. Ok, est-ce que ça traite ton point ? Oui, si du coup il n'y a pas de questions, mais de nouveau, n'hésitez pas à venir par ensuite s'il y a un élément qui n'est pas clair. Fabio Monte, toutes les questions de communication liées à cet événement sont réglées ou discutées dans le cadre de cette rencontre de la communication ? S'il y a des points de tension, oui. C'est vraiment un alignement, c'est un meeting d'alignement qui est normalement une fois par semaine. Ça doit durer 1 heure, ça c'est catégorique. Et des fois on peut quand même régler 20 points, 30 points. Et si à la fin du meeting, le facilitateur voit qu'il reste 5 minutes, il dit voilà, quels sont les points les plus importants. Et souvent, les gens disent « Ah non, celui-ci, on peut le prendre la prochaine fois » ou « Je peux le voir en direct avec la personne ». Donc ça, je trouve que c'était quelque chose qui a beaucoup changé parce que ces meetings à rallonge, ces meetings où en fait, à la fin, tu sors et tu ne sais pas ce qui a été décidé. Nous, ça nous a complètement changé cet aspect-là, en fait. Et si vous devez discuter de stratégie, par exemple, pensez la stratégie de Coca pour les 5 prochaines années, vous créez quoi comme espace ? Nous, on essaie de faire des mises au vert assez fréquemment. On essaie d'en faire 2 par année. Où là, on prend une journée, on essaie de sortir un peu du quotidien. On essaie d'avoir une personne ou 2 personnes, maintenant on fait tourner, qui co-organise la journée, qui structure la journée, qui fait ce rôle un peu de facilitateur pour vraiment qu'il y ait un objectif à cette mise au vert. Parce que c'est vrai que quand tu as des gens qui sont très créatifs, qui ont beaucoup de caractère, des fois, il y a des super débats.
Mais à la fin, en fait, on sort avec rien. Donc, on essaie vraiment de structurer, même si c'est des mises au vert ou il y a du brainstorm. Donc, on donne des fois des missions et un rôle même qui est animateur mise au vert. C'est un rôle qui peut changer. Puis, ces personnes prennent cette responsabilité puis elles le prennent à cœur. Planifier la journée ou des fois, on prend aussi des externes pour trouver des formats qui conviennent au moment. Est-ce que c'est une réflexion sur du long terme? Est-ce que c'est une réflexion sur une problématique à court terme? Donc, on fait des mises au vert assez fréquents. Et puis vous, Fabio Monte, vous êtes capitaine de Coca, donc vous avez mis en place ce système de gouvernance partagée. C'est quoi pour vous les avantages de ce système par rapport à la structure plus pyramidale classique des entreprises où on a un chef en haut et ensuite on a des directions, un comité de direction, des départements? Le premier point positif, c'est que ça clarifie. Les rôles sont visibles, c'est-à-dire que toutes les personnes voient tous les rôles de chez Coca. Tous les meetings, tu peux voir tous les meetings de tout le monde, tu peux voir tous les projets de tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment d'être clair et d'être explicite et de ne pas dire « Ah, je crois que c'est l'autre qui s'occupe de ça, etc. » Donc il y a ce côté de transparence et de clarifier. Quand une personne elle a un rôle, elle est aussi valorisée. Des fois, c'est important pour une personne d'être visible, de dire « Ok, en fait, moi j'ai ce rôle-là » et c'est valorisant qu'il soit vraiment écrit et on voit le projet que j'ai avancé. Ce modèle, vous l'avez décrit, ça pousse beaucoup aussi à l'autonomie, à une forme d'esprit entrepreneurial chez les employés. Est-ce qu'il y a des personnes à qui ça convient pas bien ou est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile ou que ça désécurise d'avoir cette liberté et cette marge d'autonomie? Alors c'est clair, chez nous, tu as autant des métiers en logistique qui paraissent très structurés, très cadrés, et qui ont besoin peut-être de ce cadre-là. Et il y a des personnes très créatives qui peuvent être dans le digital, dans tout ce qui est développement, dans le marketing. Je pense qu'il peut être adapté à tout niveau. C'est qu'autant un jeune en logistique, il aimerait prendre lui-même une fonction qui peut être responsable du lien avec la Poste, avec qui on travaille au quotidien. Donc, tu vois, c'est un petit rôle, mais c'est un rôle important dans la structure. Et autant dans le marketing, il y a une envie d'être beaucoup plus indépendant parce qu'il y a de la créativité, il y a de l'envie, il y a de la prise de risque aussi. Donc, j'ai le sentiment qu'à tout niveau, tu peux être autonome, mais bien sûr avec des degrés de responsabilité différents. Mais je pense que tout le monde peut amener quelque chose. On a même un jeune qui aime la photo et qui du coup a pris un rôle faire de la photo au restaurant quand il y a des événements. Donc, il y a vraiment en fait une envie d'autonomie à tout niveau qui est possible. Et ce qui est génial, c'est que par exemple, tu prends un leader. Un leader, aujourd'hui, un manager fait beaucoup de choses. Il fait un budget, il fait de l'engagement. Puis ça, c'est des rôles que tu peux partager parce que tu es nul en finance. Tu as la responsabilité du cercle en termes de stratégie, mais tu es nul en finance. Donc, du coup, dans ton cercle, tu as un rôle budget et tu peux le donner à quelqu'un d'autre qui est meilleur là-dessus. Donc, c'est vrai que tu prends 2-3 leaders chez nous, ils ont pas les mêmes rôles parce qu'ils ont pris le rôle qui sont forts et ils ont laissé d'autres à des personnes qui sont meilleures qu'eux. Et le fondateur de Coca, Pascal Meyer, au moment où vous êtes passé à l'holacratie, du coup, il n'était plus le grand chef. Comment il s'appelle aujourd'hui et comment est-ce qu'il a réagi à ça? C'est clair, c'est drôle et puis c'est assez atypique. C'est que oui, il reste l'image de Coca, il le doit. Il reste à l'extérieur le CEO de Coca. Mais à l'intérieur, si on prend le cercle Coca, moi je suis leader du cercle Coca et entre guillemets, j'ai une responsabilité globale parce que j'ai beaucoup plus de compétences pour piloter des personnes et lui, il aime cette créativité, cette liberté. Donc on lui a créé des rôles qui sont très importants chez Coca et un rôle qui est très important, c'est ce côté ADN source. Donc c'est ce côté de toujours donner l'impulsion, de toujours donner l'âme à Coca, aussi permettre aussi que Coca ne parte pas dans d'autres dérives. Donc il est quand même garant de cette image de Coca. Et du coup, il a ces rôles un peu plus hybrides qui lui permettent de pouvoir spontanément débarquer sur un projet, rajouter un peu sa couche à lui, avoir des idées, c'est sa responsabilité, avoir des rôles comme il aime bien, j'appelle ça un peu de communication extérieure. Donc il adore aussi faire le lien à l'extérieur. Donc, et puis moi, j'ai des rôles plutôt structurels qui sont liés à la structure de Coca, au budget, etc. Donc, on se partage un peu la gouvernance de Coca d'un point de vue... si tu parles d'un CEO avec toutes ses fonctions, nous, en fait, elles sont quasiment partagées entre nous deux, quoi, avec un très fort alignement. Quand je quitte les bureaux de Coca, je me dis que j'aimerais bien y travailler. L'ambiance est chaleureuse et joyeuse. Et le mode de gouvernance permet une liberté et une créativité que je trouve stimulante. Je sais qu'en Suisse romande, d'autres entreprises comme Leuco ou LIP ont également mis en place une gouvernance partagée.
Mais au-delà de ces pionniers, est-ce que ce modèle fait des émules ? Est-ce que le modèle est un signal faible ou est-ce qu'il devient peu à peu une tendance ? Pour élargir l'analyse, je vous emmène à Genève pour une discussion avec Ludovic Godard, coordinateur de la Fabrique de l'Agilité. J'y vais. Ludovic Godard, on a vu l'exemple de l'entreprise Coca en mode de gouvernance partagée. Est-ce que c'est un modèle qui est répandu en Suisse ? En Suisse, je dirais qu'il y a quelques dizaines d'entreprises qui sont vraiment en gouvernance partagée, vraiment pure et dure. Maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui appliquent des pratiques de gouvernance partagée. Par exemple, la décision par consentement, les méthodes de feedback positif. Et du coup, là, c'est en train de grandir. Et ce qu'on voit aussi au niveau européen, c'est que depuis Covid, il semble y avoir une recrudescence d'entreprises qui s'approprient ce modèle de gouvernance. Quelques dizaines d'entreprises en Suisse, c'est peu par rapport à l'énorme tissu de PME qu'on a. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas plus d'entreprises qui testent ce modèle ? Pour apporter un changement, en fait, il y a plus ou moins 4 barrières qu'il faut pouvoir surpasser. La première, c'est déjà de savoir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas ce modèle ou qui ont des a priori très négatifs dessus. La deuxième, ça va être plutôt sur la croyance. Est-ce que je crois ça une fois que je sais ? Et là, c'est vraiment plus sur les modèles mentaux. C'est clair qu'on est tous nés dans un modèle très hiérarchique. Dès l'enfance, on nous apprend ça. Donc, il faut croire que ce modèle peut fonctionner. Après, c'est est-ce que j'ai envie de faire cela ? Parce que potentiellement, ça peut représenter des pertes, des risques. Et à la fin, est-ce que je peux ? Et là, c'est des problèmes, c'est que les personnes qui peuvent sont souvent les personnes en haut de la hiérarchie et qui sont les privilégiés du système hiérarchique. Donc, c'est complexe, en fait. Il y a beaucoup de difficultés. Donc, les personnes en haut de l'échelle, si je vous comprends bien, elles n'ont pas forcément envie de perdre leur possibilité de contrôle ou leur pouvoir. Exactement, c'est ça qui est compliqué. Alors maintenant, il y a possibilité à toutes les échelles d'apporter des pratiques, de faire des tests, d'avancer quand même. Mais à un moment, il faut quand même que la tête décide de réorganiser le tout. Puis après, c'est sûr que ça demande un gros travail sur les valeurs et la culture d'entreprise. Donc, il faut accepter l'erreur, il faut faire confiance. Il faut aussi retravailler les compétences parce que les compétences dans un système hiérarchique ne sont pas les mêmes qu'il faut avoir dans une gouvernance partagée. Puis après, souvent au début, il y a un coût. Et souvent, l'agilité a un coût, mais elle a aussi beaucoup de valeurs, encore plus dans un monde de plus en plus incertain et complexe. Vous avez parlé de croyances. Quelles sont les croyances qui font obstacle à plus de gouvernance partagée ou d'agilité ? Je dirais que la première, c'est que on part du principe qu'un travailleur est fainéant et est là pour son salaire uniquement. Et du coup, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice. Donc forcément que les collaborateurs et collaboratrices agissent aussi comme ça. Et on voit que dès qu'on commence à faire confiance, les gens en fait peuvent même arriver à une problématique qu'on a souvent en gouvernance partagée, à du surengagement. En fait, c'est l'inverse de ce qui se passe dans la hiérarchie. On va avoir du désengagement, là on peut avoir du surengagement. Mais il faut faire confiance et accepter l'erreur. Ça aussi c'est dur, encore plus en Suisse où on adore la perfection. Maintenant, une autre croyance, je pense, qui est difficile dans tout ça, c'est qu'on est persuadé qu'on peut faire des prédictions parfaites. Et du coup, dans ce cas-là, la valeur de l'agilité, elle est quasiment nulle, en fait. Puis après, en tant qu'employé, c'est aussi des fois confortable pour certaines personnes d'être là et de juste faire son travail, parce qu'on a appris ça toute notre vie, qu'il y avait quelqu'un qui nous demandait de nous faire nos devoirs. Et puis à la fin, on les faisait. Puis une fois que c'est fait, on peut rentrer à la maison, puis on est tranquille d'une certaine manière. Donc il y a aussi de ce côté-là des croyances. Et est-ce que l'agilité permet de rebondir ou de modifier de façon plus souple les réponses à un problème et à un changement de situation ? Exactement, à plusieurs niveaux. Typiquement, je vais donner un exemple. Il y a
30 ans, une compétence durait environ 30 ans en fait. On avait une compétence et c'était stable pour longtemps. Donc on pouvait avoir un poste, le garder très longtemps et ne pas se former de manière continue. Actuellement, on estime qu'une compétence dure 2 à 5 ans. Donc c'est compliqué, il faut toujours se remettre à jour. Et si on a un poste défini, le problème c'est qu'on va devoir acquérir les compétences dans ce poste-là. Et probablement, l'évolution de ce poste ne nous correspond pas et on est bloqué à ça. Tandis que dans une gouvernance agile, l'avantage c'est qu'on va pouvoir aussi changer de rôle petit à petit. Garder peut-être son rôle principal mais en avoir d'autres. Donc acquérir des nouvelles compétences, avoir un arc en fait, un portefeuille de compétences et on est beaucoup plus malléable. Et en termes d'organisation aussi, ça veut dire que quand il y a une personne à remplacer, quand vous devez remplacer un poste, vous devez trouver le mouton à 5 pattes qui était exactement la copie conforme de celui qui est parti ou de celle qui est partie. Tandis qu'en gouvernance partagée, il y a une possibilité de trouver une personne qui a certaines compétences mais des nouvelles et puis de répartir de nouveau les rôles de chacun. Et du coup, c'est beaucoup plus agile en termes pour pouvoir s'adapter en fait aux changements. Est-ce que vous pensez que les gens sont plus heureux au travail dans une culture agile ? C'est difficile à dire. Pour avoir essayé de regarder un peu la littérature scientifique, elle est plutôt positive en règle générale, mais je pense qu'il y a un gros biais parce que on a peu d'exemples encore. Donc ceux que l'on étudie, c'est des convaincus de la première heure, donc qui vont tout faire pour que ça marche. Maintenant, si on regarde les facteurs de stress au travail, on peut voir que les deux plus grands, c'est l'intensité au travail et le manque de possibilité de participation dans les décisions. Et du coup, sur l'intensité au travail, une gouvernance partagée ne résout pas forcément ce problème. Ça peut même être le problème du sur-engagement, en fait, si les gens n'arrivent pas à dire stop. Souvent, ils sont tellement motivés par ce qu'ils font parce que ils ont pu choisir aussi leur rôle qui leur correspond. Et du coup, là, il y a une réelle problématique en gouvernance partagée. Par contre, sur la participation dans les décisions, c'est le deuxième facteur et quasiment 50% au niveau suisse citent cette problématique dans le stress au travail. Oui, là, clairement, ça résout cette problématique. Maintenant, si on regarde vraiment sur risques psychosociaux, on a aussi tout ce qui est autonomie, du coup, qui est fortement cité. Et un risque psychosocial qui est en train d'augmenter fortement ces dernières en 10 ans, c'est le conflit de valeurs. Et forcément, quand on est dans un poste, on va plus facilement devoir avoir des tâches qui sont en conflit avec nos valeurs, alors que si on attribue des rôles, c'est plus facile de choisir les rôles qui sont alignés avec nos valeurs. Et du coup, chacun a ses valeurs et c'est très bien, mais du coup, de trouver d'autres personnes qui vont prendre les rôles qui sont eux alignés avec les valeurs qu'on n'a pas envie d'assumer. Donc là-dessus, je pense qu'il y a aussi un bénéfice par rapport à la culture agile. Vous travaillez dans une association qui s'appelle la Fabrique de l'Agilité. Qu'est-ce que vous y faites ? Nous, notre but, c'est vraiment de promouvoir l'agilité. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par l'agilité ? Il y a eu un modèle qui a été développé au début par Manon Peterman et Céline Desmarais, qui sont les cofondatrices de la Fab Lab. Et du coup, on considère que l'agilité, il y a 3 portes. Donc une première qui va être organisationnelle, donc là, c'est la gouvernance partagée. Une deuxième qui va être opérationnel, c'est toutes les méthodes agiles, Scrum, Lean ou les méthodes itératives où on essaye d'apprendre, de prendre des feedbacks réguliers. Et la troisième, ça va être stratégique, comment on va être plus innovant, adapter son business model au changement. Maintenant, ce qu'on fait à la Fab Lab, c'est qu'il n'y a aucun modèle qui correspond à tout le monde, il n'y a aucune méthode qui correspond à tout le monde. Même une entreprise pour qui un modèle fonctionnait à un moment peut devoir, dans une phase par exemple de croissance, on a un membre qui est en croissance très forte, il faut repenser ses processus, ses modèles, ses méthodes. Et du coup, il faut une certaine veille et être tout le temps au courant de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on crée beaucoup d'événements pour des partages d'expériences, faire évoluer les choses. Le monde du travail se transforme rapidement. Pourtant, en Suisse, les entreprises et organisations traditionnelles peinent à faire évoluer leur modèle de gouvernance. Elles restent attachées à des modèles hiérarchiques et à des processus hérités du taylorisme ou du fordisme. À l'opposé de ce modèle, les jeunes employés aujourd'hui exigent de la liberté et de la créativité.
Alors, à quoi pourrait ressembler le monde du travail à l'avenir ? Je vous propose d'embarquer en 2040 et de retrouver Fabio Monte à Lausanne. 2040, j'y vais. Fabio Monte, on se retrouve, on est en juillet 2040 à Lausanne. Ce qui est frappant quand on arrive ici, c'est qu'il y a très peu de bruit par rapport au passé. On entend des bruits d'oiseaux. Il y a beaucoup plus de parcs, de plantes, notamment autour de ce grand bâtiment dans lequel vous travaillez aujourd'hui. Expliquez-nous, on est où là ? Alors en fait, on est à la Coq Academy, un lieu en fait où on accueille beaucoup de talents, beaucoup de jeunes qui développent des startups pour essayer de capitaliser un peu sur notre savoir, sur nos connaissances du marché, sur notre réseau, sur nos idées, pour les soutenir dans leur développement, de permettre qu'un jour peut-être qu'ils puissent trouver leur voie. Et cet immeuble est vraiment très grand. Il y a différents espaces. Décrivez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on voit dans cet immeuble. De base, pour nous, l'endroit qui ne changera jamais malgré les années, c'est l'endroit de restauration, c'est cet endroit de café, c'est l'endroit de lieu de rencontre où tout commence par là. Toute rencontre, toute discussion commence par un petit café, par une petite boisson. Puis ensuite, il y a plein d'espaces un petit peu ouverts, un peu très différents, où les gens peuvent soit travailler en équipe, soit seuls pour un moment de calme, soit des mini-bureaux. Parce que dès qu'ils commencent à être plusieurs, et ça va permettre de pouvoir un peu être plus en secret et pouvoir travailler sur leurs idées. Donc il y a différents espaces que chacun peut utiliser librement à toute heure. Et qu'est-ce qui a changé dans le monde du travail ? Là, vous êtes à la Coca Academy, il y a plein de startups, il y a beaucoup d'émulation, on voit effectivement des gens qui travaillent ensemble, plein de logos différents. Mais au-delà des startups, qu'est-ce qui a changé dans le monde du travail en 2040 ? Ce côté est beaucoup plus libre, hein. Il n'y a plus d'horaire, les gens bossent 8 heures, etc. Donc il y a beaucoup plus de liberté. Les gens travaillent par mandat. À l'époque, on était des grosses structures, 1500 personnes dans les sociétés. Et aujourd'hui, les structures sont beaucoup plus légères. Tous les outils IA, tous les outils d'intelligence artificielle ont permis de pouvoir faciliter certains rôles, certains métiers, surtout dans le tertiaire où l'IA fait beaucoup d'impact. Donc les structures sont beaucoup plus légères, beaucoup plus petites. Peu d'individualistes, on réalise que les gens veulent travailler en équipe, veulent co-créer en équipe pour la partie réflexion, la partie challenge, mais dès qu'il y a besoin de compétences, on s'attache un peu à des métiers ou à des sociétés externes ou à des projets externes pour pouvoir rajouter en fait des couches qui peuvent manquer dans les idées qu'on développe. Avec l'IA, avec des plus petites structures agiles, avec cette liberté, comment est-ce que les métiers se sont transformés ? Les métiers ont beaucoup changé. C'est clair que les métiers opérationnels ont beaucoup évolué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, parce qu'au contraire, il faut beaucoup de personnes qui permettent de travailler cette intelligence artificielle, qui permettent de pouvoir donner une valeur, une ADN, une différenciation. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un outil, si vos autres compétiteurs le prennent, vous n'avez plus de différenciation. Donc il faut créer en fait une valeur ajoutée, il faut créer une spontanéité différente. On voit que les gens recherchent ce côté innovant, ce côté différent. On a besoin de ces personnes qui réfléchissent pour surprendre encore le client aujourd'hui, alors qu'il a tous les outils disponibles. Et pour se différencier, il faut cette partie-là. Et puis d'autres métiers où on voit où, malgré tout, le lien social, le lien humain est très important, que ce soit dans les métiers d'artisanat, qui sont encore plus présents qu'avant, parce que les gens veulent retrouver des produits locaux, des produits qu'on mange, qui sont locaux, des artisans qui créent des produits. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui ont retrouvé ce côté manuel qui aujourd'hui a une prédominance très forte et qui revient très fort. Et des métiers très basiques qui peuvent être installateur de panneaux solaires, c'est des métiers qui sont très valorisés aussi. Parce qu'il y a un savoir-faire manuel qui ne s'acquiert pas d'une manière très automatisée ou grâce à un tuto. Merci beaucoup Fabio Monte. Le biologiste et conférencier Olivier Amand le dit souvent. Au XXIe siècle, notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. La gouvernance partagée n'est peut-être pas la réponse à tous les problèmes, mais comme nous l'avons vu avec Fabio Monte et Ludovic Godard, elle permet le déploiement de certains fonctionnements et compétences clés importantes dans un monde en mutation, notamment l'agilité qui permet de tester des projets, de modifier son cap et d'agir rapidement, ou encore la créativité qui permet de trouver de nouvelles réponses et solutions aux défis qui nous attendent. Enfin,
l'autonomie qui permet le déploiement des talents et la prise de responsabilité par les employés. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle, vous trouverez des liens et des références sur le site www.hubdespossibles.org/podcast. Et dans la prochaine émission, je vous réserve une surprise. Vous entendrez une nouvelle voix au podcast 2040 JV, celle de Joël Loretan, journaliste qui a accepté de participer de temps à autre à l'aventure de ce podcast. Quant à moi, je vous retrouve début 2026 pour une émission spéciale avec Flore Vasseur. Tout de bon d'ici là. Au revoir.